Bonjour, aujourd'hui on rencontre Dr. Love, Alexandra Villarroel-Abricot. Non. pas encore. Alexandra Villarroel-Abricot. Alexandra Villarroel-Abricot. Non? Tu l'as vraiment. Ok, mais c'est pas abricot, c'est bon. Pas abrigo, pas abrigo. Abrigo en espagnol, ça veut dire manteau. Abrigo. 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 Ça veut dire manteau. Ouais, mais abrigo. Oh, Dr. Love. Ouais. Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. Écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, je reçois Alexandra Villarroel-Abricot, Dr. Love. Alors, si vous n'avez pas écouté la première entrevue sur comment trouver l'amour, je vous invite à le faire parce que je pense que c'est important. Mais là, on va aller plus loin, plus en profondeur. On va se poser la question à partir du moment où j'ai trouvé l'amour. Peut-être que vous êtes en couple en ce moment. Comment je fais pour préserver ça? Vous le savez, c'est un défi. En ce moment, près de 50% des gens vont se séparer. On le sait, les taux de divorce sont énormes. Donc, comment préserver cet amour? Alexandra, merci encore une fois d'être avec moi. Donc, c'est un peu la suite, ce qu'on fait en ce moment de, bon, là, j'ai attiré à moi l'amour, j'ai la bonne personne dans ma vie, ça fait peut-être des années qu'on est ensemble. Maintenant, comment on fait pour préserver l'amour? Pour préserver l'amour. Comme je dis toujours, j'ai une approche assez spirituelle quand ça vient à l'amour et aux relations. Donc, je pense qu'on va donner à peu près 5 astuces. On va aller encore avec les astuces comme ça. Moi, j'aime ça faire personnellement quand j'ai des astuces, puis je peux les noter, etc. C'est ça. Donc, prenez un crayon papier. Exactement. Donc, ma première astuce que je dirais pour pouvoir garder l'amour, c'est premièrement, avant même d'entrer dans une relation, comme tu as dit, ça fait quelques instants, on a parlé de comment attirer l'amour. Donc, le moment que tu attires cet amour-là, que là, la relation est à l'aide de commencer, de comprendre que toutes les relations que tu as dans ta vie, et ça, c'est pas seulement les relations amoureuses, mais n'importe quelle relation que tu as dans ta vie, c'est comme un instrument qui est là pour t'aider à devenir une meilleure personne. Oui. Le moment que tu comprends qu'une relation et ça, pas juste ça, parce que c'est quand même grand, mais le moment que tu comprends que cette relation-là, à la fin de la journée, d'une façon ou d'une autre, elle va se terminer. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que soit la personne va décéder, donc même si vous passez toute votre vie ensemble, il va y avoir un des deux qui va mourir. Soit la personne va nous laisser, soit nous tromper, soit nous, on va la laisser, soit peu importe. Mais quand tu comprends le fait que n'importe quelle relation que tu as, même si c'est la plus belle relation de ta vie, n'est pas éternelle et que c'est tout simplement un instrument pour t'aider à avancer, à devenir une meilleure personne, une meilleure version de toi-même, c'est là que tu crées, si je peux dire, un genre de détachement. Pas un détachement malsain. Là, je parle d'un détachement très sain, un détachement qui fait que tu comprends que cette personne est dans ta vie, puis c'est la chose la plus merveilleuse au monde. Que la personne est là dans ce moment présent avec toi, puis que tu dois profiter de chaque instant, aimer cette personne, recevoir l'amour de cette personne, mais sans avoir cet attachement qui très souvent fait que les relations ne durent pas. Cet attachement de faire comme t'es à moi, moi je suis à toi, je veux jamais que tu me laisses, t'es pour moi, avec moi pour toujours, tu me complètes, c'est toutes ces idées. T'es ma moitié. T'es ma moitié, puis sans toi, je suis comme à la moitié. C'est tout ça, c'est très malsain. C'est ça qui fait que très souvent les relations vont se terminer, parce que là, il va y avoir de l'insécurité, des jalousies, il va y avoir toutes sortes de sentiments, encore une fois, comme j'avais dit dans la première vidéo qu'on a fait, des sentiments qui sont basés sur la peur, qui vont être créés, qui peu à peu vont détruire l'amour. Donc, il y a la peur, il y a l'amour, les deux sont des extrémités. Quand tu commences à créer trop de sentiments de peur, eh bien, l'amour commence justement à mourir. À mourir. Exactement. Donc, moi, je dirais que la première astuce, avant même de vouloir penser à justement garder cette relation, c'est de comprendre ça. Puis de te libérer toi-même, puis de libérer l'autre personne en sachant que c'est une magnifique opportunité d'être avec cette personne, de passer du temps avec cette personne, mais qu'à la fin de la journée, même si c'est ton mari, même si c'est ton épouse, même si vous avez une magnifique famille ensemble, c'est pas éternel. Exact. C'est pas éternel, puis c'est là pour t'aider à avancer puis à devenir une meilleure personne. Je trouve ça intéressant. J'avais lu, quand j'ai fait mes études en psychothérapie, j'avais lu, il y avait une phrase, moi, qui m'avait marquée, c'est « Je t'aime, tu es important pour moi, mais si demain matin, il arrivait quelque chose, puis comme tu dis, là, l'autre personne peut mourir, ça peut arriver, tu sais, c'est des fatalités, ben
j'aurais apprécié ce qu'on aura eu ensemble, mais ma vie va continuer. Exactement, c'est ça. Et d'être dans cet état d'esprit-là, moi, je trouvais que c'était wow, parce que justement, tu n'as plus ces insécurités, tu n'as plus tout ça. D'ailleurs, on va en parler à la fin, un peu de ce qui t'a amené, Alexandra, à être en mesure de donner des conseils. Tu as vécu, toi aussi, à toutes sortes de choses au niveau amoureux, mais pourquoi est-ce que tu fais ça, de donner ce type de conseils-là? Mais on va y aller avec nos astuces, puis à la toute fin, je voudrais que tu nous racontes un peu ton cheminement, ton parcours. Donc ça, c'est notre première astuce. La première astuce. Deuxième astuce, c'est l'astuce que tout le monde dit qu'il faut faire ça, mais les gens très souvent ne le font pas de la bonne façon, c'est de communiquer. Évidemment, tout le monde, quand on parle de couple, d'être en relation, il faut communiquer, il faut avoir la communication. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand tu le fais comme il faut? C'est d'avoir une communication saine au lieu de passer ton temps tu sais, on va dire, là, on se rend en couple, puis là, on commence à parler, puis là, je dis, tu sais, là, qu'est-ce que tu as fait l'autre jour? Moi, j'aime vraiment pas ça. Mais là, on va communiquer, OK? On va parler de qu'est-ce que tu as fait. Ça m'a vraiment blessée, puis je suis vraiment pas contente, puis j'ai perdu toute la confiance. Tu sais, c'est comme... C'est pas une communication. OK, on dit qu'on est en train de communiquer, mais c'est pas une communication. Là, on n'est pas en train, justement, de régler rien. On n'est pas en train d'avancer. Donc, quand ça vient à la communication dans un couple, il faut apprendre à dire oui à la personne, qu'est-ce que la personne peut-être a fait, qui nous a fait mal ou peu importe, mais essayer de le faire, premièrement, avec de l'amour, mais aussi essayer de le faire en nous mettant très souvent à la place de l'autre personne. Ça va être ensuite la troisième astuce, mais c'est tout simplement au lieu de toujours mettre la faute sur l'autre personne, d'essayer de t'arrêter. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire. C'est tout simplement de me dire pourquoi est-ce que cette chose que l'autre personne a fait dans mon couple, pourquoi est-ce que ça m'a dérangé? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi qui fait que je réagisse de cette façon-là. Donc, la personne est une personne qui, oui, même si elle est en couple avec moi, elle est libre. Elle peut faire ce qu'elle veut. Donc, cette chose qu'elle a fait, pourquoi est-ce que ça vient me chercher à moi? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi que je dois régler, justement? Donc, au lieu de toujours essayer de pousser ça sur l'autre personne, d'essayer de faire ce travail-là sur toi aussi en même temps, puis de communiquer justement avec l'autre personne, mais sans la culpabiliser ou le culpabiliser, sans lui mettre toute la faute sur lui ou sur elle. Tout simplement de vraiment essayer de régler les choses, mais de façon productive, vraiment. Donc, de la communication productive. De toute façon, en plus, ce que tu dis, c'est que je pense que tu vas être d'accord avec moi. Il y a des jours où ton partenaire de vie va faire quelque chose, puis ça passera pas du tout, tu vas le prendre très mal, et 3 jours après, il fait la même affaire, puis soudainement, tu es dans un meilleur état d'esprit, ça va bien, tu as eu une bonne journée, et ça passe plus facilement, ou ça te dérange pas du tout. Donc, ce que tu nous dis, c'est que ça part beaucoup de nous. On se regarde, pourquoi est-ce que ça vient me chercher, et veut pas. Après ça, on est capable, justement, d'adresser la situation. C'est ça. Puis quand j'ai dit, justement, la première astuce, c'est que les relations, c'est des instruments qui nous aident à grandir, à devenir une meilleure personne, mais c'est ça. C'est que quand tu es dans une relation, puis il y a quelqu'un qui fait quelque chose, puis ça crée un sentiment, un malaise ou une frustration à l'intérieur de toi, très souvent, puis là, on va pas rentrer dans ce thème-là, parce que sinon, on va passer genre 5 heures ici, mais très souvent, ça vient des événements qui sont arrivés quand tu étais un enfant. Tout à fait. Des peines quand tu étais un enfant, des choses qui se sont passées, des blessures d'enfance qui sont en train de remonter à la surface. Puis c'est pour ça que les relations sont vraiment des instruments, parce que ça nous aide à remonter ces blessures-là à la surface pour qu'on ait l'opportunité de les guérir. Si ces blessures-là ne remontent pas à la surface, on ne va jamais pouvoir les guérir. Elles vont toujours être là. Donc, c'est pour ça que c'est très important, justement, de pouvoir communiquer de façon très efficace, puis d'essayer aussi de regarder à l'intérieur de toi. Comprendre pourquoi est-ce que ça fait ci ou ça, qu'est-ce que la personne, elle fait. Oui. Et tu as légèrement abordé l'astuce 3 qui, je pense, est se mettre à la place de l'autre. Se mettre à la place de l'autre, puis avoir de la compassion. Ce qui, à mes yeux, vraiment, là, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour, c'est de... Même si la personne te fait quelque chose, une de mes citations vraiment préférées, ben j'en ai comme 1 million, là, je dis constamment une de mes citations préférées, j'en ai comme 20 000, mais une d'entre elles, une de ces 20 000, c'est « On est tous en train de faire du mieux que nous pouvons ». Avec l'information que nous avons, on est tous en train de faire du mieux que nous pouvons. Donc, quand tu es dans une relation, puis ton partenaire fait quelque chose qui te blesse, et là, justement, on parle de garder l'amour. C'est sûr et certain que si ton partenaire fait quelque chose qui te blesse, il sait que ça te blesse, puis il continue à le faire constamment, mais peut-être que c'est le temps de t'en aller. C'est peut-être que oui, OK, c'est bien beau. C'est ça, c'est peut-être de l'amour. Mais si la personne fait quelque chose qui t'a blessé, peut-être que la personne ne savait pas que ça allait te blesser, ou tout simplement, la personne a fait une erreur, ou peu importe, eh bien, essayez de te mettre à la place de l'autre personne, puis ressentir de la compassion. De la même façon que ça fait quelques instants, j'ai dit, d'entrer à l'intérieur de toi et de comprendre pourquoi ça te blesse, va à l'intérieur de la personne et comprends pourquoi est-ce que cette personne-là a fait ça. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de il ou elle qui fait qu'il
qu'il ait pu te faire du mal. Moi, je crois sincèrement qu'en tant qu'être humain, on peut pas faire du mal à d'autres personnes s'il n'y a pas du mal à l'intérieur de nous. Donc, tout ce qu'on fait à l'extérieur de nous est un reflet, est une réflexion de ce qu'il y a à l'intérieur. Tout à fait. Donc, si la personne que tu aimes et que tu sais qui t'aime t'a fait quelque chose, essaye de te mettre à la place de l'autre personne. J'avais lu un livre de Gary Zukav, Spiritual Partnerships. Une des choses que j'ai adoré le plus, puis je me suis dit, mon Dieu, je veux être un jour comme ça, moi aussi. Là, justement, je voudrais vraiment être ça. C'est la femme de Gary Zukav. Quand ils s'étaient rencontrés les deux, ils avaient commencé à être ensemble, etc. Puis un jour, lui, il est allé voir son ex-copine. Okay. Je pense que c'était son ex-femme ou peu importe, parce que lui, il l'aimait toujours. Puis il avait essayé de la revoir. Puis là, ça n'avait pas fonctionné. L'autre femme voulait rien savoir. Puis un jour, il était avec Linda, qui est sa partenaire. Maintenant, ça fait, je pense, plus que comme 20 ans qu'ils sont ensemble, si je me trompe pas. Là. Puis elle savait qu'il était allé. Puis elle lui avait dit, est-ce que t'es allé? Est-ce que t'es allé la voir? Puis là, Gary, dans le livre, il dit qu'il sentait qu'à ce moment-là, s'il lui mentait, il allait pas se pardonner, mais il sentait que s'il disait la vérité, il allait la perdre. Mais il lui a dit la vérité parce qu'il la respectait. Puis il a dit oui, je suis allée la voir, je lui ai dit que je voulais qu'on retourne ensemble, même si maintenant toi puis moi on est ensemble, mais c'est parce que je l'aime toujours. Puis Linda, c'est pareil, elle s'est arrêtée pendant quelques instants. Puis elle a dit merci parce que ça me permet maintenant de moi aussi l'aimer. D'aimer cette femme-là. Justement, merci pour avoir partagé ça avec moi parce que tu viens de me permettre de moi aussi l'aimer puis ressentir quelque chose pour... C'est beau, c'est beau! C'est beau, je sais! C'est incroyable, mais c'est tellement... l'amour à son état le plus pur. C'est comme pas d'ego. C'est pas de comme oh, t'es allé la voir, moi je t'aime, t'avais dit que tu m'aimais. C'était comme merci pour avoir fait ça. Maintenant moi aussi je peux l'aimer. Puis elle est restée avec lui en comprenant qu'en tant qu'être humain c'est pas de sa faute à lui s'il aime l'autre puis il aime pas encore elle. Tu sais puis c'est ça l'amour. Comme puis très souvent à cause de comme la société dans laquelle on vit aujourd'hui, les gens au lieu d'aimer, on utilise notre ego. On croit que l'amour, c'est notre ego, puis c'est tellement pas ça. Donc ça serait... c'est vraiment... J'ai pleuré, j'ai dit... C'est correct, c'est vraiment beau. Wow, j'adore. C'est beau, hein? Ouais, vraiment. Et puis, tu sais, c'est sûr que, je me dis, les gens qui écoutent ça en ce moment doivent dire, waouh, écoute, je suis vraiment pas rendue là. Tu sais, c'est peut-être pas tout le monde qui est rendu là. Et c'est correct. Dans le fond, ce que tu nous dis, c'est un travail sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes, qu'on a à faire. OK. Prochaine astuce. La prochaine astuce, ça, c'est une vraiment que j'adore. Encore une fois, vraiment dans le, si on peut dire côté spirituel, c'est qu'il y ait une polarité entre le masculin et le féminin. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est l'énergie masculine et l'énergie féminine. Qu'est-ce que j'ai pu remarquer au cours des quelques dernières années, soit avec les gens que j'allais coacher ou même dans ma vie, c'est que quand il y a si on peut le dire comme ça, un clash de deux énergies qui sont pareilles, on va dire deux énergies masculines ou féminines, c'est là que très souvent une relation se termine. Ouais. Quand tu es en relation avec quelqu'un, l'autre personne a une certaine énergie. Même si c'est un homme, il peut avoir une énergie féminine ou il peut avoir une énergie masculine. Tout à fait. En tant qu'être humain, on a tous d'habitude un 50-50, mais il y a certaines personnes qui vont avoir plus, à certains moments, un masculin plus un féminin. Qu'est-ce qui arrive, c'est si tu rentres dans une relation avec un homme qui est très masculin, exemple, puis là, toi, tu es très féminine, ça va fonctionner parce que c'est vraiment comme des aimants. C'est vraiment comme, tu sais, une batterie vraiment qui, le plus puis le moins dans la batterie, c'est ça qui fait justement qu'il y ait cette, non seulement une énergie sexuelle, mais aussi une énergie où que les deux personnes peuvent se sentir bien justement ensemble. Okay. Mais quand à un certain moment donné, ton énergie, on va dire en tant que femme, t'es très féminine, mais là à un moment donné, ton énergie masculine commence à monter, puis dans ta relation, il y a un genre de clash, c'est là très souvent qu'il va y avoir des problèmes. Okay. Non seulement dans l'intimité, comme je dis sexuellement, mais aussi dans d'autres aspects de la relation. On disait justement, on parlait un peu de ça, puis en tant que femmes, dans qu'est-ce qu'on fait, on a nos entreprises, on travaille fort, on a une énergie masculine très, très forte. Ouais. Par contre, ça veut pas dire qu'on va pas pouvoir être avec quelqu'un ou peu importe, ou qu'on peut pas être avec un homme masculin, absolument pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand on est avec un homme, on va dire masculin, eh bien, on peut, dans ces moments-là, descendre notre énergie masculine pour égaliser l'énergie, ou l'homme peut monter son énergie féminine, puis toi, tu gardes ton énergie masculine. Donc, c'est tout simplement qu'il y ait cette polarité, parce que le moment qu'il n'y a pas la polarité, premièrement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'attirance va commencer à partir, l'attirance sexuelle, parce que c'est vraiment la façon énergétiquement, si on peut dire, c'est comme ça qu'on est attiré en tant qu'être humain. Puis on peut justement le voir très souvent dans les couples homosexuels et lesbiennes. Il y a très souvent cette polarité. Tu peux voir qu'il y a un des deux qui est un peu plus masculin, un peu plus féminin que l'autre.
C'est ce qui fait que ça fonctionne. C'est ce qui fait que ça fonctionne. Donc, c'est pas en rapport à si tu es une femme ou un homme. Non, c'est l'énergie qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc, si tu veux garder un amour, justement, eh bien, c'est très important de comprendre qu'il y ait cette polarité, d'ajuster ta polarité avec ton partenaire. Je trouve que et tu dis, quel est le nom de l'auteur? David Deida. Ça, c'est... David Deida. Oui, exactement. Justement, tantôt, quand on parlait, j'ai commencé à lire, c'est pas seulement lui qui écrit sur ces thèmes-là, mais j'adore ses livres à lui. Il y a David Deida qui a écrit The Way of the Superior Man, Dear Lover. C'est des livres absolument fascinants, justement, sur cette polarité, la polarité sexuelle masculine et féminine, et comment que... Puis moi, j'ai pu remarquer que dans le passé, je regarde mes relations dans le passé, comment que j'avais mon énergie masculine, j'étais toujours avec des hommes très, très masculins. Puis quand j'étais avec eux, au lieu de... J'aime ça être féminine. En tant que chose qu'on aime ça, se sentir dans être féminin. Mais au lieu, qu'est-ce que je faisais? C'est que je commençais à lui parler de tous mes buts, puis tous mes plans, puis que toute la direction dans laquelle je m'en allais, etc. Puis et je voyais... C'est le côté le plus masculin. Puis je voyais qu'il y avait justement cette friction qui commençait peu à peu. Donc, en lisant justement ces livres-là, puis en étudiant ce thème-là qui me fascine absolument, j'ai commencé à me rendre compte qu'il faut qu'il y ait cette polarité-là. Tout à fait, pour que ça fonctionne. Wow. Absolument. C'est intéressant. Alors, évidemment, est-ce que cet auteur-là écrit juste en anglais? Bien, je pense que ses livres sont traduits. Oui, c'est des livres internationalement traduits, je pense, dans plusieurs langues. Donc, je suis pas mal sûre qu'en français, ils vont être disponibles. Wow! Est-ce qu'il nous restait une dernière astuce? Absolument. Il nous reste une dernière. La dernière, c'est très simple. Ça, on l'a déjà entendu. On a déjà entendu beaucoup de monde le dire. C'est tout simplement d'avoir ta propre vie et tes propres passions. Je trouve que quand ça vient à l'amour... Quand on entend le mot amour, on pense à être dans un couple, n'est-ce pas? On pense à relation, etc. Mais il y a tellement d'amour dans ce monde. Moi, je dis, l'amour, c'est une énergie. Puis, tu peux... moi, la citation dans ma chaîne YouTube, c'est justement mon slogan, c'est t'inspirer et te motiver à aimer la vie, à aimer les autres et à t'aimer toi-même. Parce que c'est ça, vraiment, l'amour. Donc, quand tu as justement une vie que tu aimes, une vie qui te passionne, quand tu fais ce que tu aimes, eh bien, ta vie ne va pas dépendre de l'autre personne. Très souvent, les gens qui vont rentrer dans un couple, une des raisons pour laquelle on ne peut pas garder l'amour et rester dans un couple, c'est parce que un des deux va commencer à faire que tout son monde tourne autour d'une personne. Ça va faire comment? Cette personne, c'est ma vie. Je veux toujours être avec lui ou elle. Je veux passer mon temps. Qu'est-ce que tu fais samedi, dimanche? Moi, je vais être avec toi. J'ai rien à faire. Je vais faire toutes tes activités. C'est ça, exactement. Je me souviens, j'avais entendu, c'était Yann Lavanzan qui avait dit ça. J'aimais vraiment ça. Elle avait dit... en anglais, je vais le dire en anglais, je vais le traduire. Your boyfriend is not your girlfriend. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ton chum ou ton petit ami, c'est pas ton ami, là. C'est pas ton ami. OK, c'est pas ton ami. C'est ça, exactement. C'est pas quelqu'un avec qui, tu sais, c'est pas, on va aller faire ça, on va faire l'autre. Non, on va te magasiner. On va te magasiner, s'il vous plaît. Puis il dit non, puis t'es comme, pourquoi? Comme ça, tu m'aimes pas. C'est pas ta meilleure amie, là. OK? Ou c'est bien, oui, vous devez être amis, absolument. C'est très important. Mais ça veut pas dire que tu vas faire ces activités-là avec lui ou avec elle. Exactement. Faut que tu aies ta propre vie, faut que tu aies tes propres amis, faut que tu aies tes passions. Et c'est ça qui va faire justement que l'autre personne, même si ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, il va toujours avoir ce mystère. Oui, j'ai envie de passer du temps avec toi pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tout à fait. Je pense que c'est très important. Mais laisse-moi te raconter une anecdote. Raconte-moi. Mon conjoint, il l'entend en ce moment, là. Mais quand je l'ai connu, il y a 14 ans, il faisait de la motoneige. Et il m'avait amené. Et moi, il m'avait dit, aimes-tu ça faire de la motoneige? Ben oui, tu sais, je n'avais pas vraiment jamais fait. Et puis mon conjoint, là, tu l'as déjà rencontré, mais il aime les sports extrêmes et tout. Fait que c'était la motoneige, c'était du wakeboard. Et il m'avait amené faire de la motoneige une journée, mais 12 heures de temps. Alexandra, je me suis couchée le soir, là, puis j'étais dans mon lit, puis je faisais ça comme ça. Et c'est drôle parce que, bon, ça, c'était au début, tu sais, les premiers temps. Et quelques années après, il m'a dit, c'est drôle, il dit, quand je t'ai connu, il dit, il me semble que t'aimais toutes ces affaires-là. Je dis, non, chérie, j'aimais pas ça, mais je faisais comme si j'aimais ça. Heureusement, on est toujours ensemble aujourd'hui, 14 ans plus tard, mais c'est tellement vrai. Donc, de garder notre identité, de garder nos passions, ce qu'on aime, de faire nos trucs avec nos amis, autant gars que filles, c'est tellement vrai. J'aime ça. Alexandra, écoute, t'es fascinante, puis moi, j'avais envie que les gens te découvrent, c'est pour ça que je t'ai invitée à Mastef TV. Moi, j'aimerais que tu nous dises d'où ça part, toute cette aventure, parce qu'on s'est connus, récemment, mais... Comment t'en es venue à donner des conseils? Bon, là, t'en donnes sur l'amour, mais ce qu'il faut savoir, les gens vont aller voir ta chaîne YouTube, ton site web. Tu donnes des conseils sur plein d'autres sujets aussi qui sont tous aussi fascinants, en français, en anglais et en espagnol. Mais t'en es venue comment à ça?
Mon histoire, puis je le dis tout le temps, a commencé quand j'avais 19 ans. Okay. Même que ça a commencé à mes 18 ans, j'avais déménagé de chez ma mère parce que je voulais être très indépendante, je voulais vivre ma propre vie. Donc, je suis allée habiter avec une amie en appartement. Pendant 1 an, dans cet appartement-là, on croyait qu'on vivait la belle vie parce qu'on avait un bel appartement avec un jacuzzi, il y avait une cheminée dans l'appartement. On s'était acheté des beaux meubles, genre des sofas de cuir. Le rêve. Ouais, le rêve, c'est ça. C'était comme, oh mon Dieu, on est tellement cool. Big life. C'est ça, ouais. Même que, je t'enverrai une photo, c'est vraiment drôle. Mon mur, notre mur, on avait invité tous nos amis pour peinturer tout l'appartement. C'était genre beige, puis il y avait plein de murs beige, un mur noir, puis un grand mur rouge, OK? Puis sur le mur rouge, où que notre télé de 50 pouces était là, on avait passé genre une nuit jusqu'à 4 heures du matin à écrire « Welcome to the good life ». On fait la grosse vie. Ben oui. Puis, par contre, ce qui est arrivé, c'est que pendant 1 an, on vivait la belle vie. Mais après ça, après 1 an, je me suis rendu compte que j'étais comme un peu tannée de faire les mêmes choses avec les mêmes personnes tout le temps, au même endroit. Puis la vie, juste, elle tournait en rond. C'était bien beau, toutes ces choses matérielles, si on peut dire, puis faire la fête, etc. Mais j'étais quand même très perdue. Je me souviens, je dis toujours cette histoire-là, le soir de l'anniversaire de 1 an qu'on habitait dans cet appartement. J'avais eu un rêve ce soir-là. On a fait une grosse fête, tous nos amis étaient venus, puis ce soir-là, dans mon rêve, il y avait un homme j'étais dans une ruelle toute seule, c'était le milieu de la nuit, puis il y avait un homme qui marchait derrière moi. Puis il me suivait, puis dans mon rêve, à chaque fois que je me retournais, il était de plus en plus près de moi. Puis à un moment donné, je me suis arrêtée, je me suis retournée, je l'ai regardé en face, il m'a regardé, puis il m'a dit « Viens avec moi ». Puis dans mon rêve, j'ai dit « Je peux pas, je dois rester ». Puis là, il m'a dit « Pourquoi veux-tu rester? Es-tu heureuse où tu es? » Puis là, dans mon rêve, je me souviens, je l'ai regardé. Puis là, je me suis réveillée. Je pense que j'avais entendu comme un bruit dans le salon. Il y avait encore du monde qui faisait la fête à comme 5 heures du matin. Puis, j'ai regardé autour de moi dans ma belle chambre avec mes beaux meubles de luxe que j'avais toutes mis à mes 19 ans dans des cartes de crédit sans savoir c'est quoi un taux d'intérêt, etc. Puis, à côté, sur ma table de chevet, il y avait un verre de vin. À côté de moi, j'avais un homme que moi, j'étais follement en amour avec, mais je savais très bien que lui, il s'en foutait de moi. Il m'aimait pas. C'était une relation très toxique et abusive. Puis, je me suis demandé, est-ce que je suis heureuse où je suis? Puis, évidemment, la réponse était non. C'était non. Tu étais, je pense, dans un emploi aussi qui ne comblait pas à cette époque-là. C'est ça, exactement. Parce que là, j'étais partie à mes 18 ans, il fallait que je travaille à temps plein. Donc, c'est un emploi à temps plein. Mais c'était tellement pas ce que je voulais faire pour le reste de ma vie. Puis là, j'ai justement une autre petite histoire. Je ne vais pas m'éterniser non plus dans toutes les histoires parce que j'en ai comme 1 million peut-être. Mais c'est peut-être 2 semaines après avoir eu ce rêve-là. C'est sûr et certain qu'après ce rêve-là, je ne savais pas trop où je m'en allais. Là, je savais que j'étais pas heureuse où j'étais, que j'étais pas bien où j'étais, mais là, je me disais, comme on dit en anglais, now what? What's next, là? C'est ça, exactement. Donc, je me souviens, 2 semaines après ce rêve-là, un matin, je m'en allais à cet emploi, justement, que j'aimais vraiment pas. Puis, j'étais dans l'autobus qu'à tous les matins, je devais prendre à 5h23 du matin. Je me réveillais à 4h du matin, je prenais le premier autobus à 5h23. Fallait que je fasse 3 transferts avant d'arriver à ce travail-là. Ça prenait 1h30 pour y arriver. Puis là, j'étais dans l'autobus avec ma petite tasse de café de Tim Hortons, puis avec mes écouteurs dans mes oreilles, j'écoutais ma musique, puis je regardais autour de moi. Je regardais le visage des gens autour de moi, puis là, ça faisait 1 an que je les voyais à tous les matins, du lundi au vendredi. Je savais exactement à quels arrêts ils allaient entrer, à quels arrêts d'autobus ils allaient sortir. Puis à tous les matins, ils avaient toujours cette expression faciale fatiguée. Donc, ils avaient l'air tristes. Ils avaient l'air fatigués, ils avaient l'air tannés de se réveiller tellement tôt, premièrement, mais aussi de aller, peut-être que ce soit un emploi qu'ils allaient ou peu importe où ils étaient en train d'aller, mais ils n'avaient juste pas l'air bien et contents avec la vie qu'ils étaient en train de vivre. Puis là, pendant quelques instants, j'ai commencé à me sentir comme mal pour eux. Je me disais, ça doit être tellement triste d'être eux. Puis là, je me suis dit, mais attends une minute. Moi aussi, je suis à tous les matins dans cet autobus, du lundi au vendredi, ça fait 1 an. Donc, moi aussi, j'ai sûrement la même expression faciale. Ouais, puis t'étais pas heureuse. C'est ça, j'étais pas heureuse non plus. Ouais. Pendant quelques instants dans cet autobus-là, j'ai commencé à penser que peut-être que c'était ça la vie. Je me suis dit, peut-être que quand on est enfant, on se fait dire « Ah oui, vis tes rêves, Disney World, etc. » Toutes ces choses-là, mais qu'en réalité, peut-être qu'un jour, on se réveille puis que tous les adultes de ce monde, on a une genre d'épiphanie à un moment donné, qu'on réalise que la vie, c'est ça. C'est que tu travailles un emploi que tu n'aimes pas vraiment, du lundi au vendredi, t'attends pour la fin de semaine, t'attends pour ta retraite après ça, t'attends pour avoir 2 semaines de vacances par année, puis c'est tout. Puis contente-toi de ça. C'est ça, contente-toi de ça parce que c'est ça, la vie. Puis pendant quelques instants, je commençais justement à m'habituer à ça. Mais là, j'ai commencé à penser à ma vie, puis à comment je suis arrivée dans ce monde. Je raconte toujours cette histoire, je vais essayer de ne pas devenir émotive là, en la racontant, parce qu'à chaque fois, ça me rend émotive.
je raconte toujours l'histoire de ma mère qui me raconte, elle est arrivée au Canada à l'âge de 27 ans. Puis, en arrivant au Canada, elle bien sûr en Bolivie, son pays natal, elle avait fait des études, etc. Elle travaillait pour le gouvernement, mais en arrivant ici, bien, ses études, ils ne valaient pas pour rien. Donc, elle a dû commencer à travailler pour nettoyer des chambres d'hôtel. Elle travaillait dans un hôtel, puis elle nettoyait. Puis, elle me raconte comment qu'à 8 mois d'être enceinte de moi, elle devait se pencher pour nettoyer les bains, puis ça faisait mal, puis elle était fatiguée, puis elle était seule ici. Elle parlait pas le français ni l'anglais. Après ça, j'ai commencé à me souvenir à une histoire. Encore une fois, je ne vais pas m'éterniser, mais je vais raconter rapidement ça. C'est vers l'âge de peut-être 10 ans, même avant peut-être l'âge de 10 ans, je me souviens, je suis enfant unique, là. Donc, quand j'étais petite, il fallait toujours que je me trouve des jeux à jouer, donc des activités à faire toute seule. J'utilisais beaucoup mon imagination, puis il y avait un des jeux que j'adorais faire, c'était le jeu de la détective. Puis j'allais à travers les choses de ma mère, de ma grand-mère et de mon grand-père, parce que j'ai grandi dans la même maison avec ma mère, ma grand-mère et mon grand-père. Puis j'essayais de trouver des genres de secrets cachés ou peu importe. Puis un jour, dans les tiroirs à ma mère, j'avais trouvé une carte d'affaires. C'était la carte d'affaires de mon père. Il y avait son nom dessus, puis je savais c'était quoi son nom. J'avais pas vu depuis l'âge de mes 4 ans. Puis derrière cette carte d'affaires-là, il y avait le numéro de téléphone d'une clinique, puis le nom d'une clinique que je connaissais ici à Montréal. Puis j'avais gardé la carte d'affaires avec moi, parce que c'était comme le genre de seul souvenir que j'avais justement de mon père. Puis quelques, peut-être mois, ou je sais plus, là, ça fait tellement longtemps, j'avais demandé à ma mère si c'était sa carte d'affaires. Je savais, mais je voulais y demander, j'étais curieuse. Puis elle m'avait dit oui. Puis elle m'avait raconté que le numéro de téléphone en arrière, c'est quand elle lui a dit qu'elle était enceinte de moi. Il lui a dit, je veux pas avoir d'enfant, je veux que tu te fasses avorter, voici le numéro d'une clinique, appelle-les, puis prends un rendez-vous. Oh my God. Ouais, puis dans le moment, j'étais petite, je comprenais pas vraiment c'était quoi l'immensité, si on peut dire, de ça. Mais qu'est-ce qui est vraiment incroyable, c'est que ma mère m'a raconté que à ce moment-là, quand elle est tombée enceinte de moi, les papiers d'immigration de ma grand-mère se sont fait accepter. Elle est arrivée au Canada quelques semaines après. Elle avait pris un rendez-vous pour me faire avorter parce qu'elle se disait, je parle pas l'anglais, je parle pas le français, j'ai pas d'argent, qu'est-ce que je vais faire avec un enfant? Un bébé, c'est ça. Mais quand ma grand-mère est arrivée, elle a appris qu'elle était enceinte de moi, puis elle a dit, si tu te fais avorter, moi je m'en vais, puis tu me vois plus jamais. Tu vas pas faire avorter cet enfant, tu vas l'avoir. Puis là, ce matin-là, la raison pour laquelle je raconte cette histoire-là, c'est parce que ce matin-là, en pensant, c'est ça, dans l'autobus, quand je commençais à me dire qu'on est arrivé dans ce monde pour pas faire grand-chose peut-être, et peu importe, je me suis dit, c'est impossible. Après toutes les choses qui se sont passées pour que j'arrive dans ce monde, puis là, je parle pas seulement de moi, mais je parle de tout le monde. Donc, n'importe quelle personne qui est en train de visionner ça, la façon que tu es arrivé dans ce monde, que tu sois une surprise, donc un petit accident, une surprise, ou que tu sois arrivé d'une façon planifiée, si on peut dire, tout ce que ça l'a pris, que les étoiles se sont alignées d'une façon exceptionnelle pour que tes parents se rencontrent à un certain moment de leur vie, pour que toi, tu sois conçu. Que ta grand-mère arrive au moment où elle dise non. C'est ça, exactement. C'était quoi les chances? Puis comme je dis, on est tous arrivés de façon différente dans ce monde-là, mais le fait que tu sois ici, dans le monde, fait qu'il y a une raison. Tu ne serais pas ici sinon. Donc ce matin-là, je me suis dit, c'est impossible. C'est impossible. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus dans la vie. J'ai sonné la petite cloche de l'autobus. J'ai débarqué au prochain arrêt. J'ai traversé la rue. J'ai pris l'autre autobus pour retourner chez moi. Puis je suis restée longtemps. Je me souviens, j'avais appelé malade pendant longtemps. Après ça, je me sentais pas bien, non seulement émotionnellement, mais aussi physiquement. Puis j'étais allée au docteur, puis j'étais en dépression. Donc, je suis partie du travail pendant, si je me trompe pas, c'est à peu près 4 mois. Puis c'est durant ce temps-là, justement, que j'ai commencé, comme je dis toujours, à changer ma vie. Puis à faire qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Tu as commencé à travailler sur toi, donc faire des lectures, j'imagine. Lire beaucoup, lire, apprendre. Puis vraiment apprendre à me connaître moi-même. Avant ce temps-là, je passais toujours mon temps avec d'autres personnes. J'étais toujours entourée de monde. Je passais jamais du temps vraiment avec moi, à découvrir, ou devrais-je dire, à créer. Qui j'étais, comme ils disent toujours, tu peux pas te trouver, tu dois te créer vraiment dans la vie. Puis c'est là que j'ai commencé justement à faire du coaching. J'ai fait ma certification de coaching. Là, c'est sûr, je pourrais m'éterniser, comme je disais, à tout commencer à arriver, là, tout ça. Mais en gros, vraiment, durant ces mois-là, j'ai découvert c'est quoi le coaching. J'ai fait ma formation, j'ai commencé à écrire mon premier livre. Puis tout ça a commencé vraiment. Puis au début, justement, quand j'avais commencé, ma spécialité, c'était beaucoup justement les relations amoureuses, tout simplement parce que j'avais finalement laissé cette relation toxique parce que je savais que non, c'était pas bien pour moi, puis que je méritais mieux que ça. Puis là, j'ai commencé vraiment à être, comme si je peux dire, obsédée des relations, donc à lire beaucoup sur ça, puis à comprendre comment c'est justement les relations interpersonnelles, les relations amoureuses, etc. Donc c'est pour ça que j'avais commencé. Puis peut-être 2 ans après que toute cette histoire se soit passée, j'avais eu l'offre d'écrire dans un journal pour espagnol. avoir ma chronique. Exactement. Et tu es devenue Dr. Love.
J'adore ça, c'est fascinant. Et moi, j'ai envie de dire, ça paraît que tu fais ce que tu aimes. On le voit, moi, la première fois que je t'ai rencontrée, je me suis dit, waouh, comment ça se fait que je connaissais pas cette fille-là? Si j'ai dit la même chose pour toi. On n'habite pas si loin une de l'autre, puis on se connaissait pas. Évidemment, je veux inviter les gens à aller voir ta chaîne YouTube, ton site web, donc Alexandra Villaruel.com. Exactement. Donc, bien important, vous avez l'information au bas parce que, évidemment, tu as d'autres projets aussi qui s'en viennent. Oui. Est-ce qu'on peut en parler? Absolument. J'ai déjà annoncé sur ma chaîne YouTube durant la semaine, le mardi, c'est là que l'épisode en français il sort. Donc, c'est des épisodes sur le coaching, le développement personnel, les relations aussi, tout ce qui a à voir. Moi, comme je l'ai dit, mon slogan, vraiment, aimer la vie, aimer les autres, puis s'aimer soi-même. C'est vraiment en rapport à ça. Mais ça fait très longtemps qu'à l'intérieur de moi est né un désir de vouloir commencer à faire des vidéos plus sur, comme on dit en anglais, lifestyle. Donc, sur mon compte Instagram, si vous me suivez, Alexandra Abrego, donc ça c'est Alexandra Villaruel.com, mais là c'est Alexandra Abrego, je mets souvent des photos des recettes que je fais. J'adore cuisiner, c'est vraiment une de mes passions. Je dis toujours que si je ne ferais pas tout ce que je fais, je deviendrais comme chef cuisinier. J'adore ça, ça me passionne. Donc, sur ma chaîne Instagram, je veux dire sur mon compte Instagram, devrais-je dire, je mets toujours des photos de ça, puis les gens me demandent, tu devrais faire des recettes, etc. Puis ça fait très longtemps que j'avais cette demande-là aussi. J'adore tout ce qui a à voir avec l'organisation de maison, avec la décoration, avec nettoyer sa maison. Je me souviens pendant très longtemps, ma page d'accueil pour mon browser sur online, c'était marthastewart.com. Parce que je voulais toujours avoir les astuces de comment nettoyer, comment faire ton ménage de printemps, comment organiser ton armoire de cuisine. Tu sais, c'est comme, à chaque fois, j'avais capoté sur ça. Puis, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai commencé à mes 19 ans. Aussi, quand j'avais commencé, j'avais fait une tournée des écoles secondaires. Donc, mon audience a grandi avec moi. Là, mon audience est en train de... mon audience, c'est vraiment des gens de tout âge rendus à ce point-ci, mais une grosse partie de mon audience, c'est des femmes, justement, de 18 à, comme on va dire, 40, je dirais. Puis, c'est des femmes qui sont en train de se marier, sont en train d'avoir des enfants, sont en train d'avoir leur première maison. Ils ont besoin de ce type de conseils. Exactement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en janvier 2016, on va commencer une... série qui s'appelle Alexandra at Home, Alexandra à la maison. Ça va être à tous les samedis. Il va y avoir un nouvel épisode en français, en anglais, en espagnol, dans les 3 langues. Puis ça va être un épisode soit sur des recettes, soit sur, je donnais déjà des scoops. Un des premiers épisodes, ça va être le cartable de maison. Donc, comment créer ton cartable de maison. Puis tout le monde qui va aller sur le site web va avoir des fiches PDF gratuites qui vont avoir été créées par ma conceptrice de design. Comment t'organiser, là? Comment organiser, créer vraiment ton cartable, que ce soit où tu vas gérer toutes tes finances à la maison, ou les recettes durant la semaine, toutes ces choses-là. Il va y avoir toutes ces choses. Toi, tu vas être une fille organisée, Alexandra. Très, un peu trop parfois. Non, j'adore l'organisation, la planification de temps, toutes ces choses-là, ça me fascine aussi. Alors, on va te suivre assurément. Merci Alexandra, beaucoup. Merci pour ces précieux conseils. Maintenant, on va préserver nos amours. Oui, absolument. Maintenant qu'on a appris dans la première entrevue à l'attirer, là, on veut la garder. C'est ça. Merci du fond du cœur. J'invite les gens à aller voir ton site web, ta chaîne YouTube. En attendant, je vous dis merci d'être là. Merci de votre confiance. Si vous aimez ce qu'on fait, vous savez, hein, ma mission, c'est d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à vivre une vie plus inspirée, à la hauteur de leurs rêves. Et j'ai besoin de vous pour ça. Moi, je peux pas, là, tout seul, là, dans mon studio, inspirer 10 millions de personnes. J'ai besoin que vous partagiez ce qu'on fait. Merci du fond du cœur. Merci d'être là. Et on se voit pour une prochaine entrevue. Salut! Bye bye!